Merci de nous rejoindre sur la radio nationale du Mali. À Bamako, il est 13 heures, la même heure à Néfis et partout au Mali. Le journal Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, à la une de cette édition, le contrôle total de la ville stratégique d'Anéfis dans la région de Kidal par les forces armées maliennes. L'armée malienne qui consolide ainsi sa progression sur le terrain pour recouvrer l'ensemble du territoire national. Sidiki Dambélé nous expliquera les enjeux de cette opération en cours dès le début de ce journal. Hors de nos frontières, les combats se sont poursuivis en Israël pendant la nuit et jusqu'à l'aube contre les groupes du Hamas qui s'étaient introduits sur le territoire israélien. Et plusieurs centaines de morts civils et militaires sont dénombrés dans chaque camp. En Afghanistan, un séisme fait plus de 2000 morts et de nombreux blessés. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a déposé hier sa candidature pour la présidentielle du 20 décembre prochain. Et puis au Libéria, la campagne pour la présidentielle du mardi prochain se poursuit. Point complet de toute l'actualité internationale à ne pas manquer dans cette édition. Les sports dans 13h dimanche, c'est avec vous, Famourou Diourté. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de l'actualité sportive ce dimanche? Au menu, une liste élargie de 27 joueurs a été publiée par Eric Chekouchel ce vendredi, le sélectionneur des Aigles du Mali, pour les deux matchs amicaux du Mali contre l'Ouganda et l'Arabie Saoudite. Toujours en football, l'AS Bakarijan de Baraouli se prépare pour le début de la nouvelle saison. On en parlera dans la page sport. Et puis en basketball, les affiches des finales de la Coupe du Mali sont connues. Stade malien en dames et Stade malien en céréales en messieurs. L'actualité des sports, rendez-vous en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, bonjour. Installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Progression de l'armée malienne sur le terrain pour recouvrer l'ensemble du territoire national. Hier, les FAMA ont pris le contrôle total de la ville d'Anéfis dans la région de Kidal. Mais que d'obstacles franchis avant d'y arriver. Nos forces armées ont dû briser un rideau défensif des terroristes avant de conquérir la localité d'Anéfis. Et c'est une étape importante dans le processus de retrait de la MINUSMA. Retour sur les enjeux de cette progression des FAMA avec Sidiki Dambélé. Oui, ça y est, c'est fait. Les FAMA ont pris tôt ce samedi matin le contrôle total de la localité d'Anéfis dans la région de Kidal. C'est là au terme d'intenses combats contre les terroristes qui avaient dressé un rideau défensif le long du parcours Gao-Anéfis. Si le bilan n'est pas encore établi, il faut souligner, précise un communiqué de l'état-major de l'armée, que les évaluations sont en cours et tout est mis en œuvre pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette entrée à Anéfis est considérée comme une étape majeure dans le processus de retrait de la MINUSMA, étape qui intervient après la rétrocession à l'armée nationale des emprises à Ogosagou, Gundam, Menaka et surtout la prise de Ber qui a été l'un des éléments déclencheurs de l'escalade entre nos forces armées et les groupes terroristes. Car, faut-il les rappeler, la ville de Ber dans la région de Tombouctou était la plaque tournante des terroristes. L'arrivée des FAMA à Anéfis, à seulement 112 km de la ville de Kidal, constitue donc tout un symbole dans une localité hors contrôle depuis près d'une décennie. C'est également la preuve de la détermination de notre armée à poursuivre, conformément à la volonté du chef de l'État, sa mission de recouvrer la souveraineté de notre pays sur l'ensemble de son territoire. Dans son adresse à la nation lors de la célébration de la fête de l'indépendance, le 22 septembre dernier, le colonel Assimi Goïta avait clairement indiqué qu'en application de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement veillera au redéploiement effectif des forces de défense et de sécurité ainsi qu'au retour des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. Une volonté exprimé dans le plan de retrait de la mission onusienne au Mali, dans lequel il est prévu la rétrocession de l'ensemble des emprises de la MINUSMA,
12 au total, plus celle de Bamako aux forces armées maliennes. Une démarche qui n'est pas bien partagée par la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA et alliés. Conscientes donc de cette tâche lourde et exaltante, les FAMA ne ménageront aucun effort pour le rétablissement de la sécurité et de la paix recherchée tant par le peuple malien, souligne l'état-major général. Parallèlement au processus de récupération des emprises de la MINUSMA, l'armée malienne progresse lentement et sûrement tout en procédant au nettoyage du territoire national à travers des opérations de recherche et de destruction des groupes armés terroristes. Ainsi, des opérations aéroterrestres de nos unités ont permis de désorganiser cette semaine les dispositifs des groupes armés terroristes tout en leur infligeant d'importantes pertes dans les secteurs d'Al-Moustrat et de Nampala, respectivement dans les régions de Gao et de Ségou. Après Anefis, les regards sont tournés désormais vers les localités d'Agelhok, de Tessalit et de Kidal, et cela avant le 31 décembre 2023, délai de rigueur de la rétrocession de la dernière position de la mission onusienne au Mali. L'enjeu est de taille, car la mainmise totale sur le territoire est, faut-il le rappeler, devenue la priorité des priorités pour les autorités de la transition. Sidiki Dambélé. Journée mondiale de la Poste. C'est demain, 9 octobre, occasion pour le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration de rappeler les efforts du gouvernement dans le cadre de la réforme du secteur postal au Mali. Synthèse du message du ministre Alhamdou Ag-Ilien avec Awa Ditma Kamara. Unis pour la confiance, collaborer pour un avenir sûr et connecté. C'est le thème 2023 de la journée de la Poste. Une journée instituée depuis des décennies pour sensibiliser les particuliers et les entreprises au rôle de la Poste dans leur vie quotidienne et à sa contribution au développement socio-économique mondial. Alhamdou Ag-Ilien, ministre en charge de la communication. Aujourd'hui, plus de 5 millions d'employés postaux à travers le monde se voient confier toute une variété de biens essentiels et personnels allant des messages, des cadeaux et des marchandises à de l'argent et à des médicaments. Cette confiance a été cultivée grâce à un engagement constant en faveur de la sûreté et de la sécurité. Notre pays travaille à la définition de nouvelles politiques de développement du secteur postal. Ce n'est pas tout. Malgré les nombreux défis, il propose des actions pour soutenir le territoire postal numérique. Quant à notre pays, le Mali, il compte jouer pleinement sa partition dans cette noble ambition de notre organisation mondiale. D'ores et déjà, mon département a entrepris de vastes chantiers de réforme du secteur postal et a initié, à travers l'opérateur public La Poste, des projets structurants permettant une plus grande inclusion numérique, sociale et financière de nos compatriotes, à savoir la mise en place d'un guichet unique accessible au grand public depuis des bureaux de poste dédiés aux services offerts, vendus et ou concédés par l'administration publique. La création d'une banque postale plus adaptée aux besoins des citoyens et la mise en ligne d'une plateforme de e-commerce avec des centres d'accès communautaires. La célébration de la journée de la Poste se tient à une période où la Poste du Mali affiche de nouveaux visages à travers des innovations, et cela afin que la Poste retrouve son lustre d'antan. Actualité hors de nos frontières, les combats se sont poursuivis en Israël pendant la nuit et jusqu'à l'aube contre les groupes du Hamas qui s'étaient introduits sur le territoire israélien. Au lendemain de l'attaque surprise du Hamas, les incertitudes demeurent quant aux citoyens israéliens enlevés. Plus de 200 morts civils et militaires sont déjà dénombrés dans chaque camp. Noum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors dans cette offensive, Israël a été pris de court. Israël est vulnérable depuis des mois. La raison, la réforme de la justice souhaitée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui est massivement rejetée par la rue. Les Israéliens la qualifient de putsch. Alors, pour protester contre cette réforme jugée antidémocratique, il y a eu des manifestations hebdomadaires à travers le pays ces dernières semaines. Mais il a aussi été question d'autres moyens de protestation, comme le refus de mobilisation militaire. Les réservistes de l'armée, et en particulier les pilotes de combat israéliens, ont refusé de s'entraîner ces derniers mois. Sauf que la défense israélienne repose en grande partie sur ces réservistes. Résultat, ce samedi 7 octobre, la plus puissante armée du Moyen-Orient a été prise de court et mise en échec. Ces avions de guerre ont été cloués au sol. Elle a mis des heures à réagir. Une débâcle totale.
Les commandos du Hamas se sont infiltrés en territoire israélien avec une facilité déconcertante, sans presque aucune résistance en face. Des bases de l'armée israélienne ont été conquises en un rien de temps. Des soldats ont été capturés, abattus. Des civils et des militaires israéliens ont été enlevés et envoyés à Gaza. Il s'agit à la fois d'un échec militaire pour Israël et d'un échec cuisant pour ses services de renseignement. Alors, mais comment réagit l'État hébreu face à cette attaque surprise de la branche armée du Hamas? Si l'armée israélienne a donc tardé à réagir, elle écrase pourtant désormais Gaza sous les bombes. Le message d'Israël est clair. Vous nous terrorisez, on vous terrorise. L'armée israélienne a ciblé, comme en 2021 lors de la précédente grande guerre à Gaza, les tours d'habitation officiellement parce qu'elles abritent les positions du Hamas. Mais la réalité derrière cette stratégie est la volonté de frapper fort, de marquer les esprits, de traumatiser et de couper l'envie de recommencer aux Palestiniens. Encore une fois, l'État hébreu se lance dans la politique du tir sécuritaire, une stratégie pourtant défaillante, aussi vieille que l'occupation et qui dure depuis 56 ans. Répression, colonisation, attaque de colons, des centaines de Palestiniens tués chaque année, des détentions arbitraires, la profanation de lieux saints musulmans et chrétiens. La violence appelle la violence. Malheureusement, les civils innocents israéliens et palestiniens en payent le prix. Ibrahima Traoré. Merci beaucoup, Nouhoum Sissoko. Et je me tourne vers vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, le tour d'horizon de l'actualité internationale dans certains pays hors du continent et en Afrique. Et d'abord, en Afghanistan, un séisme a fait plus de 2000 morts et de nombreux blessés. Oui, plus de 2000 personnes ont péri dans ce violent séisme qui a frappé hier l'Afghanistan selon un dernier bilan officiel. Il y aurait plus de 9200 blessés et près de 1300 maisons endommagées ou détruites. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver des survivants dans les ruines des villages sinistrés. Le tremblement de terre de magnitude 6,3 suivi par 8 fortes répliques est l'un des plus meurtriers qu'ait connu le pays en 20 ans. Pour les autorités afghanes, les victimes ont un besoin urgent de nourriture, d'eau, de médicaments et de tentes. En Inde, au moins 77 personnes sont mortes après le débordement d'un lac dans l'Himalaya. C'est au nord-est de l'Inde. Des crues subites provoquées par le débordement d'un lac glaciaire ont fait au moins 17 morts, selon un nouveau bilan communiqué ce dimanche par les autorités indiennes, qui précisent également que plus de 100 personnes sont toujours portées disparues. Sur le continent République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a déposé hier sa candidature pour la présidentielle du 20 décembre prochain. Ce n'est pas une surprise, mais c'est désormais officiel. Le président congolais Félix Tshisekedi briguera un deuxième mandat lors de la présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Il a donc déposé hier son dossier de candidature à la commission électorale. Il devient ainsi le 16e candidat à se lancer dans la course à la présidentielle. Au Libéria, la campagne pour la présidentielle du mardi prochain se poursuit. Les deux principaux candidats sont sur le terrain. Il s'agit du président sortant George Weah qui brigue un second mandat et d'un ancien vice-président Joseph Boakai. Le premier met l'accent sur son bilan de 6 ans d'exercice dans les domaines de la réhabilitation des routes, de l'éducation, notamment la prise en charge des frais d'inscription des étudiants dans l'enseignement public. Le second, Joseph Boakai, affirme vouloir rétablir la bonne gouvernance. Nous voulons constituer une équipe intègre capable de lutter contre la corruption et rétablir l'état de droit, déclare-t-il. Cette semaine, les deux leaders ont été reçus par des hauts responsables de l'ONU, de la CEDEAO et de l'Union africaine qui leur ont demandé de respecter leurs engagements à tenir une attitude républicaine à l'issue du scrutin. Il s'agit notamment de respecter les procédures légales en cas de contestation des résultats. Au Togo, l'Assemblée nationale ouvre une enquête parlementaire sur la gestion des fonds Covid-19 du budget de l'année 2020. La décision a été prise vendredi dernier à l'issue d'une séance sur la loi rectificative du budget. L'Assemblée nationale a désigné une mission pour une enquête parlementaire. Ils sont 27 parlementaires pour cette mission. L'objectif est de procéder à une enquête plus approfondie sur le budget 2020 du Fonds de riposte et de solidarité Covid-19. En février 2023, le rapport d'audit de la Cour des comptes demandé par le gouvernement avait révélé certaines insuffisances dans l'utilisation des ressources mobilisées. Les membres de la commission d'enquête ont donc 45 jours pour déposer leur rapport sur la table de la présidente du Parlement. Et terminons ce tour d'horizon par le Rwanda où le premier centre de formation en chirurgie mini-invasive d'Afrique ouvre ses portes à Masaka, c'est à quelques kilomètres de Kigali, la capitale. La mission de ce centre est de former plus de médecins aux techniques de chirurgie mini-invasive. En termes précis, limiter les incisions sur les patients afin de réduire la période de convalescence post-opératoire et les risques d'infection et de complications.
Début octobre, un premier groupe de 36 chirurgiens de 16 nationalités a commencé les cours. Selon le directeur de l'établissement, Dr King Kawando, le centre prévoit la formation de 500 chirurgiens par an, un chiffre qui pourrait évoluer, précise-t-il. Le centre accueille également des équipes de recherche et développement, des recherches qui se concentrent notamment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'imagerie médicale afin de faciliter le dépistage de certaines maladies par les cliniciens. Merci beaucoup, Bourama Traoré. Au Gabon, le président de la transition Brice Oligui Nguema a nommé hier samedi par décret présidentiel la totalité des membres du Parlement. Ils sont au total 98 députés contre 143 dans la précédente législature et 70 sénateurs contre 52 auparavant. La publication de cette liste provoque des sentiments de frustration et de satisfaction dans le pays, n'est-ce pas, Lassina Keita? Pour conduire la transition au Gabon, 2 organes clés reçoivent un coup de lifting. L'Assemblée nationale sera présidée par Jean-François Ndongo, cadre du PDG, ancien parti au pouvoir, et le Sénat par l'opposante Poulette Missombo. Dans ce nouvel attelage, le nombre de femmes au Parlement a augmenté, passant de 15 à 24%. C'est ce qui fait réagir PPC Ogligende, connu du mouvement associatif de l'ONG Malachi, en félicitant le président de la transition. Ibrahima Traoré, la publication de la liste des membres de l'Assemblée par le chef de l'État gabonais suscite des sentiments de frustration et de satisfaction. D'abord, le vice-président de la coalition des Gabonais républicains CGR, qui regroupe 27 partis, Clay Martial Obamé Akoué, regrette le choix fait par le président de la transition car, dit-il, l'ancien parti déchu s'octroie 90 membres dans un paysage qui compte 105 partis politiques. La coalition prend donc acte de son exclusion et promet de faire connaître dans les prochains jours sa position réelle. Pour Abel Mbombe Nzondou, candidat à la dernière élection présidentielle, le président de la transition Oligui Nguema n'a pas tenu sa parole après avoir reçu les anciens candidats à l'élection présidentielle, selon laquelle faire jouer un rôle à ces acteurs politiques. En revanche, Yvonne Michel Ngoma, candidat à la dernière élection présidentielle, admet que tous ne peuvent pas devenir parlementaires. Retour à l'actualité nationale avec la journée textile du Mali, Malifinou, 4e édition. C'est du 2 au 5 novembre prochain. L'événement a été lancé officiellement hier au Palais de la Culture, Amadou Ampateba. Le Bogolan, une histoire, une identité culturelle est le thème retenu cette année par les organisateurs. Fousseini Tunkara. Une décoration impressionnante et un défilé à la dimension de l'événement. Nous assistons au Palais de la Culture Amadou Ampateba au lancement de la 4e édition des Journées textiles du Mali, Malifinou. Cet événement, qui d'année en année se consolide, est à l'actif de plusieurs groupements socioculturels, dont l'Association des journalistes culturels du Mali, AJDEC. Cette année, il se tiendra du 2 au 5 novembre sous le thème Le Bogolan, une histoire, une identité culturelle. Cheikh Oumar Sangaré, président de la commission d'organisation de Malifinou. Ce thème se justifie d'abord par l'originalité du Bogolan qui joue un rôle central dans la socialisation de l'homme malien. Ensuite, par la compétitivité du Bogolan sur la scène internationale. Enfin, pour encourager les autorités maliennes qui travaillent de façon avancée à labelliser ce tissu propre au Mali. Le concept Malifinou est un mouvement national qui vise à apporter une contribution des acteurs des médias et de la culture à la nécessaire promotion du textile made in Mali. Les appuis de l'événement Malifinou sont renforcés cette année par 2 personnalités de différentes générations. Il s'agit de la promotrice de la haute couture Keita Marikaba et le président de l'association Guina Dogon, Nouhoum Tapili. Keita Marikaba, promotrice de la haute couture, marraine. C'est que cette volonté de promouvoir les textiles maliens demande l'implication de tout un chacun afin que la promotion du textile malien ait valorisé auprès des populations une dynamique du consommé malien dans le domaine vestimentaire. Nouhoum Tapili, président de Guina Dogon, parrain. La réussite de cette 4e édition de Malifinou nécessitera la mobilisation et la sensibilisation des associations culturelles et surtout la conscientisation et la sensibilisation de notre frange juvénile. La Fondation Festival sur le Niger est aussi un partenaire de première zone de cet espace de promotion du textile malien. Cette année, elle apporte son soutien en tant qu'invité d'honneur. Atayer Maïga, représentant de la Fondation du Festival sur le Niger. Pour nous, la promotion du textile malien,
on peut le voir sous deux angles. Le premier angle, c'est que le textile malien est marqueur d'identité. Et le second aspect, c'est que le textile malien peut engendrer et développer, créer des emplois décents et booster l'économie locale et nationale. Cette cérémonie de lancement de Mali Finu édition 4 a été aussi un moment de rendre hommage à ceux qui ont soutenu les éditions précédentes, parmi lesquels les anciennes ministres Nina Walet Ntalou et Ndiaye Ramatoulaye Diallo. Le journal des sports, une affaire de Famourou Djourté bien installée dans ce studio. Très bien, Ibrahima Traoré. Alors, football d'abord, le sélectionneur des Aigles du Mali a dévoilé hier la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux du Mali, les 13 et 17 octobre contre respectivement l'Ouganda et l'Arabie Saoudite. Oui, pour cette fenêtre FIFA du mois d'octobre, Eric Chekouchele, ses joueurs livreront en 2 matchs amicaux, vous l'avez dit, contre l'Ouganda vendredi 13 octobre au stade du 26 mars, avant de se déplacer pour affronter l'Arabie Saoudite le 17 octobre au Portugal. Une liste élargie de 27 joueurs a été dévoilée par le sélectionneur lors de la conférence de presse tenue ce samedi 7 octobre. Siragatou Sissé pour le résumé. Pour les matchs amicaux internationaux, Mali-Ouganda du 13 octobre à Bamako et Arabie Saoudite-Mali du 17 du même mois, le sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sekouchel, a ratissé large en convoquant 27 joueurs, dont un nouveau, Ibrahim Sissoko de Strasbourg en France. À noter la présence des cadres Hamari Traoré, Gigi Diarra, Yves Bissouma, Djaye Samasekou, Ibrahim Kone et les retours de Moussa Doumbia d'Al-Adala d'Arabie Saoudite, Fousseini Diabaté de Lausanne Sport en Suisse, Boubacar Traoré de Wolverhampton en Angleterre, Moussa Diarra de Toulouse en France et Boubacar Traoré de l'IS Monastir en Tunisie. Ce test à Bamako face à l'Ouganda aura une saveur particulière 2 ans après les dernières retrouvailles. Eric Sekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. L'Ouganda, avec un jeu athlétique, il y a un secteur où que j'ai senti qu'on était un petit peu en difficulté et que je sens que c'est un secteur où il va falloir qu'on réponde présent pour la phase finale, c'est au niveau de l'impact. Les Aigles du Mali livreront ensuite le 17 octobre un ultime match amical délocalisé au Portugal contre l'Arabie Saoudite. Eric Sekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. Ils ont des joueurs qui sont très très intéressants sur le plan technique. Défensivement, c'est des joueurs, mais moi je pense quand même qu'entre nous, c'est un petit peu leur point faible. Et ils ont un gardien qui est là aussi depuis longtemps et je pense qu'ils peuvent être perfectibles sur leur défense et sur leur gardien de but. Voilà, mais c'est une équipe qui essaye de jouer, qui repart de derrière, vous le verrez, ça repart de derrière et ils essayent beaucoup de presser. Le regroupement débute ce lundi. Durant toute la semaine, des séances d'entraînement seront organisées au stade du 26 mars, la CAN 2023, dans le viseur du staff technique. Voilà, vous l'aurez remarqué, dans la liste, il n'y a pratiquement pas de nouvelles têtes, à part Ibrahim Sissoko, le milieu de terrain de Strasbourg, en France. Alors, ici à Bamako, au Mali, l'AS Bakarijan de Baraweli s'apprête à entamer sa 20e saison successive dans l'élite du football malien. Oui, c'est avec un effectif fortement remanié par rapport à la saison écoulée que l'AS Bakarijan de Baraweli s'apprête à entamer la nouvelle saison. 12 joueurs sont partis, parmi eux le meilleur buteur du championnat lors de l'exercice 2022-2023, Ibrahim Gadiaga, qui a signé au FC Nouadhibou de Mauritanie. Et Bakary Traoré, lui, est parti au tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Cependant, les dirigeants de Bakarijan ont mis la main à la poche pour combler ces pertes. Les nouvelles recrues ont ajouté une nouvelle dynamique à l'équipe. Après un mois de stage de préparation en Côte d'Ivoire, les joueurs sont prêts à affronter les défis qui les attendent. L'AS Bakarijan a eu des résultats impressionnants ces dernières années. Elle a terminé au pied du podium la saison dernière. Le club de Baraweli, évoluant en première division depuis la saison 2003-2004, talonne régulièrement les cadors. Pour cette nouvelle saison, les objectifs sont clairs. Le club vise le titre de champion et la Coupe du Mali. Alors, le tirage au sort de la Ligue des champions des dames de la CAF aura lieu ce lundi 9 octobre à Abidjan, Côte d'Ivoire. Oui, la 3e édition de cette prestigieuse compétition féminine africaine de club se déroulera au Pays des éléphants. Et c'est la première fois que la compétition interclub d'élite de la CAF est organisée en Afrique de l'Ouest.
Les clubs concernés par le tirage sont l'AS Mandé du Mali, l'AS Far du Maroc, champion en titre, Atlético d'Abidjan de Côte d'Ivoire, club hôte du tournoi, Sporting Club de Casablanca du Maroc, Ampem Darkwa du Ghana, JTK Queens d'Ouganda, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Hurricanes de la Guinée équatoriale. La phase finale, c'est du 5 au 19 novembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En basketball, les affiches de finale de la Coupe du Mali sont connues. Elles nous offrent les chocs Stade malien de Bamako de Libassé en dames et Stade malien AS Real en messieurs. Oui, la finale là, chez les dames nous offre un classique Stade malien de Libassé. Les deux équipes se sont affrontées à plusieurs reprises par le passé, mais cette fois c'est un trophée de Coupe du Mali qui est en jeu. Les Stadis, tenantes du titre et championnes 2023, partiront avec les faveurs des pronostics, mais les Rouges auront à cœur de sauver leur saison. En demi-finale, le Djoulouba a difficilement battu le Real 59-56, alors que le Stade s'est baladé 122-57 face à Calaban Sport Club, qui découvrait le dernier carré de la compétition. Sur le tableau masculin, la finale de 2023 opposera le Stade malien à l'AS Real. Là aussi, les Blancs seront favoris devant les Scorpions. En demi-finale, le Stade malien de Bamako, champion 2023 et tenant du titre, a eu toutes les peines du monde pour se défaire de l'USFAS. Les Blancs ont gagné par 2 points d'écart seulement, 57-55. Et le Real de son côté a facilement disposé de Atar Club de Kidal, 81-60. La Fédération malienne de basketball n'a pas défini pour le moment une date pour les finales. Alors, Mamourou Fambrou Djourté, c'est tout. Quelques nouvelles avant de vous laisser partir? Oui, en bref, et en dehors du continent, en Angleterre, Everton va mal. Everton est mal en point en Angleterre, mais Abdoulaye Doucouré, l'international malien, lui va bien. Il a inscrit ce samedi en championnat son 3e but de la saison, toujours en Angleterre. Tottenham a gagné ce samedi 1-0 sur la pelouse de Luton, club promu cette année, mais l'international malien Yves Bissouma n'a joué que 45 minutes car il a été expulsé pour cumul de cartons jaunes. Et pour terminer, en Espagne, cet après-midi, Amari Traoré et la Real Sociedad défieront l'Atlético Madrid en championnat espagnol. Merci beaucoup Famori Djourté pour toutes ces informations sportives. On se retrouve dimanche prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. 13h27. C'est donc tout pour cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retrouvez dans un instant, juste après moi, Compas Cissé, qui sera là pour la rétrospective de l'actualité de la semaine. Grand merci à Bourama Traoré, qui assure la coordination éditoriale de ce 13h dimanche, avec à la réalisation Lassina Keita, à la mise en ligne Abdoulaziz Koulibaly. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré. Très très bon moment de radio en notre compagnie. Au revoir. Get